1960, l'indépendance. Une succession de chefs d'État au parcours très différent. Les premiers présidents, Joseph Kasavubu, accèdent au pouvoir après l'indépendance, mais il est renversé en 1985 par Mobutu Sese Seko qui instaure un régime autoritaire et reste au pouvoir pendant 32 ans. En 1997, Laurent Désiré Kabila renverse Mobutu avec l'appui de plusieurs forces régionales, mais il est assassiné en 2001. Son fils Joseph Kabila lui succède et dirige les pays pendant 18 ans avant de céder sa place en 2019 à Félix Tshisekedi, marquant ainsi la première alternance pacifique du pays. Ces transferts de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi restent un moment historique. Jamais auparavant, un président congolais n'avait cédé le pouvoir à un opposant dans un cadre relativement pacifique. Pourtant, une passation a été marquée par de nombreuses tensions et soupçons, car l'opposition menée par la famille Tshisekedi depuis l'époque de Mobutu a toujours dénoncé les régimes en place. Ennemi na biso monene na minute oyo ezali bobangi. Na yoki ba musu ba obi Kabila te. Kabila azane papier. Étienne Tshisekedi, père de Félix Tshisekedi, est illustré par une opposition farouche sous Mobutu, sous Laurent Désiré Kabila, puis sous Joseph Kabila. Mais une question se pose, cette famille est-elle simplement destinée à l'opposition ou pouvait-elle aussi gouverner efficacement? Car même après son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi et son entourage ont continué à adopter une posture d'opposition. Surtout, baike oyo bazali komibenga ba opposant ya nzala oyo bakoki bitumba ya opposition te bakomi kokende koluka banguna na biso ba rwandais, dénonçant sans cesse un système qui dirige pourtant depuis plusieurs années. La population ne s'attend pas à un président qui s'oppose, mais un président qui agit. Mais quel pays Félix Tshisekedi a-t-il réellement hérité en 2019? Était-ce un pays en pleine crise ou une nation relativement stable? Et à son arrivée, il n'y avait ni M23, ni guerre ouverte dans l'Est comme aujourd'hui. La RDC ne baignait pas dans les tribalismes exacerbés que l'on observe actuellement. Si Joseph Kabila avait réellement été complice des groupes armés, pourquoi aurait-il laissé les pouvoirs sans utiliser les M23 pour empêcher les élections et prolonger son règne? Les pays que Tshisekedi a reçus en 2019 étaient-ils meilleurs que celui que nous voyons aujourd'hui? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Et s'il vous plaît, ne passez pas sans laisser un commentaire, parce que nous avons plusieurs préoccupations où vous pouvez nous aider par un commentaire en nous disant exactement ce que vous pensez de cette affaire. Avec Hillary Clinton, vous avez rencontré le président Kagame. Est-ce que c'est un pas vers la bonne direction? Et surtout, peut-être, ce que nous voulions apprendre de vous, puisque les discours sur la relation de la RDC avec le Rwanda sont très contrastés. Quel est l'état de la relation actuelle de la RDC avec le Rwanda, notamment après cette rencontre avec Hillary Clinton? Écoutez, et à la veille de la référendum? La vérité, elle est têtue. La vérité, c'est qu'on n'a pas de bonne relation. C'est ça la vérité. Lorsque Joseph Kabila a choisi la voie des négociations pour tenter d'apporter la paix à l'est du pays, une grande partie de la population congolaise l'a immédiatement perçu comme un traître, voire un agent du Rwanda. Son accent discret, ses origines supposées et son approche pragmatique face au conflit ont nourri des accusations infondées qu'il est présenté comme un président rwandais. Pourtant, peu de Congolais mesurent réellement la gravité de la situation à laquelle il faisait face à l'époque. En 2012, les M23 avaient pris Goma. En quelques jours, humiliant l'armée congolaise en sémant la panique dans tous les pays. En ce moment-là, Kabila aurait pu ordonner une guerre totale, mais à quel prix?
Les peuples congolais avaient déjà trop souffert des violences successives depuis les guerres de 1996 et 1998, et un conflit généralisé risquait d'aggraver la crise humanitaire. Joseph Kabila, un président connu pour son aversion au bain de sang, a donc opté pour la voie diplomatique, s'appuyant sur la SADC et l'Union africaine. Cette approche a abouti à l'intervention de la brigade d'intervention de la MONUSCO, qui a aidé l'armée congolaise à vaincre les M23 en 2013. Le pouvoir ne paye pas. Les policiers ne payent pas les militaires qui vont au front, ne les équipent pas. Et donc ces gens n'ont même pas les moyens de protéger la population. Au contraire, ils se servent même sur le dos de cette population. Donc l'insécurité, contrairement à ce qu'on pense toujours comme ça, elle ne vient pas toujours de l'étranger. Elle est aussi causée par nos propres compatriotes. C'est la crise, la misère qui est à la base de ce genre de choses, et un État responsable doit tout mettre en œuvre pour que le moindre de ses concitoyens soit sécurisé. Bon, c'est pas ce qu'on voit ici. Son choix, bien que critiqué, était motivé par une volonté d'épargner les peuples d'une guerre prolongée. Lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019, il connaissait parfaitement la fragilité de l'Est. Il savait que les Rwandais, l'Ouganda et d'autres puissances régionales avaient des intérêts dans cette zone. Pourtant, quelles précautions a-t-il pris pour préparer l'armée congolaise à une éventuelle résurgence du M23 et d'autres groupes armés? Au lieu de moderniser les forces armées, d'investir massivement dans la défense et de renforcer la cohésion nationale, il s'est engagé dans une politique de voyages incessants à l'étranger, souvent sans résultat concret. Pendant plus de 3 ans, le pays a assisté à des tournées diplomatiques interminables, à des promesses, des restructurations, de l'armée jamais tenue, à des annonces des réformes constitutionnelles qui semblaient éloignées des priorités sécuritaires. Si la solution militaire n'était pas envisageable immédiatement, pourquoi ne pas privilégier un dialogue diplomatique fort dès le départ? Pourquoi attendre que la situation dégénère avant d'appeler à des négociations sous pression? Félix Tshisekedi s'est retrouvé acculé, naviguant entre les déclarations de guerre et les tentatives de dialogue improvisés, alors qu'il aurait pu structurer une véritable stratégie de défense nationale bien plus tôt. L'un des grands problèmes du régime actuel est l'ambiguïté de la politique menée par l'UDPS. Depuis l'époque d'Étienne Tshisekedi, ce parti se construit sur la contestation. Des grands problèmes du régime actuel est l'ambiguïté de la politique menée par l'UDPS. Depuis l'époque d'Étienne Tshisekedi, ce parti s'est construit sur la contestation, l'opposition permanente. Mais une fois au pouvoir, il n'a pas su adopter une posture claire de gouvernance, tantôt populiste, tantôt autoritaire, tantôt favorable au dialogue, tantôt belliqueux. Les partis semblent osciller entre différentes stratégies sans véritable direction. Je pense que ces partis ont oublié qui sont pour le moment ceux qui sont en train de diriger et qui ne sont plus opposants. Et la nation n'a plus besoin d'une opposition farouche contre un régime qui ne dirige plus, mais la nation a besoin des dirigeants qui agissent et qui posent des actions pour libérer la population et qui sont fermes dans leur position politique et diplomatique. Lorsqu'il était opposant, Félix Tshisekedi critiquait la gestion des Kabila sur tous les plans. Il dénonçait la présence des troupes étrangères, les manques des réformes, la mauvaise gouvernance. Mais après 5 ans au pouvoir, quelle solution concrète a-t-il apporté?
L'UDPS s'est-elle transformée en un parti de gouvernance ou est-elle restée une machine d'opposition même en dirigeant les pays? Finalement, la grande question est de savoir si Félix Tshisekedi et son parti avaient réellement un projet pour gouverner ou s'il était uniquement préparé à s'opposer sans jamais gérer, ou il était uniquement préparé à s'opposer sans jamais gérer. Aujourd'hui, le pays qu'il a hérité en 2019 n'est plus le même. Il doit répondre devant l'histoire. A-t-il amélioré la situation ou l'a-t-il aggravée?